10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. On commence à se faire un petit peu au setup. Deuxième vidéo dans la cuisine, c'est expérimental, mais très très content de vous retrouver pour cette nouvelle petite preview. Paris Saint-Germain-Real Madrid, jamais un match anodin, mais là, il a un petit truc particulier. C'est que de la Coupe du Monde des clubs, mais c'est peut-être enfin un match qui mérite ce rang de Coupe du Monde des clubs. Enfin un énorme match. On en a eu quelques-uns dans cette compétition, mais bon, là on a le champion d'Europe en titre contre le 15 fois champion d'Europe, la meilleure équipe du monde en ce moment contre le plus grand club de l'histoire. Deux équipes qui viennent de battre deux clubs allemands en quart de finale dans deux matchs très très intéressants. Paris contre le Bayern, le Real contre Dortmund, deux matchs que j'ai vus, dont on va parler. Et bien sûr, le petit piment narratif des retrouvailles de Kylian Mbappé, la première fois qu'il retrouve le Paris Saint-Germain, qui joue contre le Paris Saint-Germain depuis bien sûr qu'il a signé au Real. Le Paris Saint-Germain est légèrement favori de cette demi-finale du Monde des clubs, ils sont à 2,30, Real Madrid est à 2,90. C'est légèrement plus favori encore pour Paris qu'il l'était contre le Bayern, où ils étaient à 2,40. On a des choses comme Paris et les deux équipes qui marquent à 3,40. Les deux équipes qui marquent et Paris ou Real à 2 et le but de Mbappé il est à quoi? À 2,25. Ok, ces cotes, si elles vous intéressent les amis, vous savez, on va passer à l'analyse très vite, à la preview très vite, mais vous trouvez ces cotes sur Winamax et avec le lien en description, celui-ci, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France. C'est votre premier pari qui est immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, donc aucun risque, jusqu'à 100 € directement en cash que vous pouvez retirer derrière. Et en plus, au moment de l'inscription, vous recevez quoi qu'il arrive 10 € supplémentaires en cash aussi. C'est la meilleure offre de bienvenue de France, elle est accessible avec le lien en description. Et à chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec ce lien, je suis rémunéré. Donc c'est une bonne manière de soutenir la chaîne si vous avez prévu de vous inscrire sur Winamax. Alors, ce Paris Saint-Germain, Real Madrid, je pense que le point de départ intéressant de l'analyse, c'est ce Real, qui a beaucoup changé, qui est un Real qui a perdu 4 fois le Classico en 2024-2025, tapé 5-1 par Arsenal en quart de finale de Champions. C'est pas une saison blanche à proprement parler, mais pas de titre important. La fin de l'ère Carlo Ancelotti, remplacé par Xabi Alonso, et depuis 4 victoires et un nul en Coupe du Monde des clubs, 3 victoires consécutives contre des adversaires européens les 3 derniers matchs, contre Salzbourg, contre la Juve en 8e et contre Dortmund en quart. Où en est ce Real? Et qu'est-ce qui a changé dans ce Real Madrid de Xabi Alonso? Qu'est-ce qu'on voit sur les premiers pas de Xabi Alonso sur le banc du Real? Moi, le premier truc qui m'a interpellé, les matchs contre la Juve et les matchs contre Dortmund en particulier, c'est cet homme, Arda Güler. Et l'utilisation d'Arda Güler, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se dessiner ici. C'est un gars qui jouait pas mal de matchs sur la fin de cette saison 24-25, où il n'y a plus grand chose à jouer peut-être pour le Real. Il termine sur quelques titularisations consécutives en Liga, par exemple, ici. Depuis que Xabi Alonso est arrivé, il a beaucoup joué, 4 fois titulaire sur les 4 dernières rencontres, contre Pachuca, Salzbourg, Juve et Dortmund, mais surtout dans une position beaucoup plus reculée que sous Ancelotti, où il était en gros ailier droit, milieu offensif. Contre le Dortmund, il était meneur de jeu reculé. Il était un petit peu dans la position Toni Kroos. Et franchement, ça a pas mal marché. Je ne sais pas si on va le voir tout au long de la saison, mais Güler comme ça, entre Huysen et Rudiger, qui trouve des passes intérieures, comme ici, l'appui sur Gonzalo Garcia, encore une fois ici, quelques minutes plus tard, entre les deux centraux qui décrochent pour faire la supériorité numérique et trouver du relais intérieur. Il s'appuie sur Bellingham, qui lui remet immédiatement, et il va transmettre autre côté. Il y a un espace qui s'est ouvert pour Fran Garcia dans le couloir, le petit ballon bombé comme ça, oblique. Vraiment, Güler en meneur de jeu reculé, c'est un truc qu'on a vu quasiment tout au long du match. À la fin, il se passait un petit truc qui modifie la donne. Et il a souvent trouvé des ballons intéressants, comme là, le petit jeu sauté par-dessus pour Tchouaméni. Et c'est pas anodin de voir Tchouaméni plus haut que Güler sur une situation comme ça. Ça va donner une occasion super dangereuse pour le Real. Déviation de Tchouaméni, Bellingham trouvé avec un petit belle feinte de Vini. Et ça fait une occasion dangereuse là à la demi-heure. C'est simple.
Arda Güler, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons du Real contre Dortmund, 78. C'était aussi le cas contre la Juve avec 101. Constamment trouvé, constamment cherché, dans une position basse, aussi dans une position un petit peu plus haute. Il est en train de tirer le maximum de son opportunité sur cette Coupe du Monde des clubs, je trouve. Là, par exemple, Alexander-Arnold le cherche dans cette poche d'espace, il est dans le demi-espace, il va chercher un appui avec Gonzalo Garcia, très très bon petit ballon fin, filé comme ça, entre Ben Sebaini. Et c'est bien sûr le passeur décisif du premier but sur une position plus avancée, comme ici, Dortmund qui est en bloc bas, il lift ce ballon, il le met parfaitement pour Garcia qui ouvre le score. C'est pas anodin d'ailleurs de le retrouver 10 minutes plus tard, encore pré-passeur décisif, pas passeur décisif, mais pré-passeur décisif, de l'autre côté. Il était ici sur la première passe D, il est là sur le deuxième but. Il décale Gonzalo Garcia qui la met pour Alexander-Arnold qui s'est infiltré dans le demi-espace, top passe décisive pour Fran Garcia qui arrive de l'autre côté ici. Mais ouais, pas anodin de voir Arda Güler là, et en plus la raison pour laquelle il est là, je vais en parler dans quelques secondes, vous allez voir c'est important. Bien sûr, double passeur décisif sur ce match, en plus de la pré-assist, parce que c'est lui qui lift ce ballon au second poteau pour Kylian Mbappé, la reprise acrobatique qu'on a vue. Ok. Mais ici, trouvé dans des positions avancées comme là, ensuite il met un ballon, super ballon en 2 touches, alors qu'il est agressé pour Garcia dans la profondeur. Le ballon est perdu, 25 secondes plus tard, on le voit en train de faire la course de pression pour harceler Guirassy. Énorme activité et ça fait un ballon gagné. Le check avec Valverde. Son importance dans ce milieu de terrain est croissante. Et que ce soit bas, en meneur de jeu reculé, où il est souvent entre les centraux, contre Dortmund, il était entre Rudiger et Huysen, que ce soit haut, pour donner des ballons de but, et que ce soit sur la contre-pression, l'activité, ce qui est en train de faire Arda Güler, c'est vraiment, vraiment de top niveau. J'ai un moment comme ici où Huysen transmet à Alexander-Arnold et Alexander-Arnold rate son contrôle. Trent, il y a des choses à dire sur ses premiers pas au Real, il y a des passes décisives intéressantes, il y a une activité offensive qui est pas mal, mais il m'a l'air aussi un petit peu physiquement grillé, on va y revenir. Ballon perdu là, Arda est ici, il déclenche la course de contre-pression. Il va agresser ici son vis-à-vis, Sabitzer, empêcher avec cette course oblique de trouver Adeyemi, et Brandt doit faire du jeu négatif. Ça, c'est un joueur qui est en train de saisir le maximum de toutes les opportunités qu'on est en train de lui donner, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette course de contre-pression, c'est ça qui est beau dans le foot, c'est cette course de pression qui fait qu'il se retrouve dans cette zone au marquage sur Sabitzer, et quand le ballon va être récupéré 10 secondes plus tard, parce que Dortmund est enfermé sur son côté, c'est ça qui fait qu'il donne la prépasse décisive à Gonzalo Garcia. Tout est loup à Gonzalo Garcia, effectivement, qui va donner ensuite à Trent et le ballon de but, le 2-0 pour Fran Garcia. Tout est lié dans un match de foot, et cette activité, cette intensité, cette énergie d'Arda Güler, elle est payée ici. Et en plus, ouais, il fait des courses de pression ici, il empêche la progression là, ok, c'est top. On le voit dans cette entente avec Aurélien Tchouaméni, qui est lui aussi très très important. Il en a parlé, Xabi Alonso, tout notre système a été défini par Aurélien Tchouaméni, on laisse analyser ce dont il a besoin, on le laisse décider où il doit être. Dans certaines séquences, il joue haut, dans d'autres, il recule pour être aux côtés des centraux, dans un système, dans une ligne à 5. Il s'est super bien débrouillé. Tchouaméni, Güler, s'ils continuent comme ça, leur rôle dans ce nouveau Real Madrid, c'est peut-être pour Arda titulaire, dans une position beaucoup plus basse que ce qu'on imaginait. Très très intéressant. Il y a encore de la progression sur les moments de meneur de jeu comme ça. Régulièrement, je trouve le Real a cherché à créer des 3 contre 2 sur le côté. On voit Güler, Vini, Fran, notamment ici, essayer de créer une supériorité numérique. Il ne voit pas l'appel de Valverde, ici, qui passe devant Brandt et devant Ben Sebaini. Et là, il y a une petite poche qui s'est ouverte. Il n'est pas disposé à lui envoyer parce qu'il n'était pas pied sur le ballon, prêt à tout moment à adapter son jeu à la lecture de la situation. En fait, il le voit, mais il est un petit peu trop loin du ballon pour la mettre exactement dans le bon tempo. Ça se joue sur des fractions de secondes. Et du coup, c'est un petit peu trop tard. Il est mal orienté aussi pour pouvoir la transmettre exactement dans cette petite poche. Il n'a pas vu, en gros. Et le fait de ne pas voir, ça fait qu'il ne peut pas la donner. Il n'a pas vu à temps. Il y a ce ballon-là
Il y a aussi une autre option ici avec le renversement de jeu sur Alexander Arnold, qui aurait pu être très dangereux. Le fait qu'il ne soit pas disposé à donner ce ballon dans le bon timing, ça fait du jeu un petit peu plus négatif, disons, du jeu intermédiaire vers Rudiger pour réessayer en 2 touches peut-être d'aller chercher Alexander Arnold. La passe elle est légèrement vers l'arrière. Rudiger c'est pas un super joueur de liaison. Alexander Arnold, sa course n'est pas top non plus. Au lieu d'écarter, il recule. Et bref, le Real Madrid est contraint de reculer de 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, de rejouer vers le gardien autre côté. Et le tempo de cette action a été perdu. Dommage, avec un petit peu plus de justesse dans cette phase de meneur de jeu, le Real aurait pu mieux faire encore. Mais ouais, prometteur ce qu'on voit d'Arda Güler. Quand Modric est entré, ok, Modric est devenu le meneur de jeu reculé, Güler beaucoup plus haut. On le voit ici encore à la 73e minute de jeu. Mais Modric, dans quelques jours, il est parti à l'AC Milan. Donc, je pense que Güler dans une position plus basse, c'est une idée que Xabi Alonso a eue. Et on verra. C'était une expérimentation, mais je trouve qu'elle a été plutôt payante. Et on pourrait le retrouver. Pour moi, ce ne serait pas choquant de le retrouver contre le Paris Saint-Germain demain soir. Voilà, je dirais, sur ce nouveau Real. Il y a aussi l'arrivée de Dean Huijsen qui a apporté des choses contre Dortmund, on l'a vu, contre la Juve, on l'a vu, mais Dortmund, là, par exemple, ce ballon dans le couloir parfait qui casse 3 lignes pour aller chercher Gonzalo Garcia, c'est excellent. Je le vois aussi, dommage que ce centre ensuite ne soit pas repris par Gonzalo Garcia. Je le vois aussi, d'ailleurs dans cette vidéo, je me suis peut-être un peu emmêlé entre Gonzalo et Fran. Si j'ai lâché un Arda Turan au lieu d'Arda Güler aussi, c'est possible. Mais Dean ici, Dean Huijsen, cette percée balle au pied, on en a parlé quand on faisait la vidéo sur Zabarni au Paris Saint-Germain, quand on a parlé de Dean Huijsen cette saison. Il aime beaucoup casser la première ligne avec le dribble. Il le fait ici. Et ensuite, il transmet un top ballon aussi dans l'intervalle pour Fran Garcia. Ça, c'est ce qu'apporte Dean Huijsen. En plus de moments un peu à la Bastoni. On en parlait aussi dans cette vidéo où on disait qu'il se retrouve souvent en dernier tiers avec des centres, même avec des tirs. Un défenseur central très très présent dans le dernier tiers. Et ben, notamment avec des choses comme ça, où spatialement, il cherche la poche libre, typique Inter d'Inzaghi. Et ben là, c'est Huijsen qui transmet pour Fran Garcia et qui derrière va faire cet appel-là dans l'espace laissé libre. Dommage que Fran la met pas du bon côté. Au lieu de faire une passe longue ligne comme ça, il fait cette passe de l'autre côté de son vis-à-vis. Et bref, c'est pas complémentaire, ils se comprennent mal, ballon perdu dans le premier tiers. C'est des choses qui vont s'améliorer, je pense, avec le temps. Mais ouais, là on voit qu'il y a encore une marge de progression à trouver sur l'entente. Il s'excuse d'ailleurs, Fran Garcia auprès de Dean Huijsen derrière. Il y avait mieux à faire techniquement. De toute manière, on ne verra pas Dean Huijsen sur ce match contre Paris parce qu'il a été exclu en toute fin de rencontre sur une action dommage, un peu anodine. Manque de concentration du Real sur cette fin de match. Ça aurait pu être payé beaucoup plus cher s'il n'y avait pas eu cet énorme arrêt de Courtois. Mais donc, effectivement, Dean Huijsen ne sera pas là et il sera remplacé sans doute par Raúl Asensio. Former cette paire Asensio, Rudiger, Fran Garcia et Trent, par contre, devrait être reconduit. L'autre nouvelle, Gonzalo Garcia, 4 buts en 5 matchs à cette Coupe du Monde des clubs, phénoménal, le jeune de la Castilla qui arrive, qui casse tout, quelle belle histoire. Faut dire, il y a des vrais gestes de finisseur, et effectivement, il peut peut-être jouer le rôle Joselu. Il en a parlé, on lui a demandé est-ce qu'il peut être le Joselu-like de cette saison 25-26. Il ne va pas se définir uniquement comme ça, mais peut-être que le Real a trouvé cette solution, peut-être qu'il n'y aura pas besoin Dante Budimir finalement, et peut-être Gonzalo Garcia peut suffire comme backup. Je pense que l'histoire, elle s'arrête grosso modo là, j'irai pas plus loin que ça. Quand t'as Mbappé, Vini, Jude, pour l'instant encore Rodrigo, dur d'imaginer des minutes significatives. Et ouais, bon finisseur, des moments intéressants dans le link-up, mais aussi des moments où sur cette attaque rapide qui doit être une des forces principales du Real Madrid, le ballon il est beaucoup trop long, il est mal donné, pas le bon dosage pour Vini, et s'il y a un petit peu trop de ça, dur d'imaginer qu'il ait non plus un rôle hyper important dans ce Real, mais en tant que joueur de 20 dernières minutes à la Joselu pour faire souffler un petit peu et apporter les buts que Joselu apportait en 2023-2024, si c'est ça, c'est déjà une très très bonne trouvaille. Il est sorti à la 87e, il a beaucoup joué. Je pense qu'on peut voir qu'il est un des joueurs les plus utilisés par Xabi Alonso dans cette Coupe du Monde des clubs. Gonzalo Garcia ici en 2025,
Où est-ce qu'il est? 5 matchs, 5 titularisations. Arda Güler, 5 matchs, 4 titularisations. Donc 2 joueurs qui ont beaucoup joué, comme Fran Garcia, 5 matchs, 5 titularisations et les 90 minutes en entier. Le fait que Rodrigo entre seulement à la 87e minute dans ce match, en plus que le Real menait 2-0, et il a très peu joué, une seule titularisation, 93 minutes. Moi, je me dis à un départ de plus en plus envisageable, peut-être pour Rodrigo. Mais ouais, voilà la situation actuelle de ce Real Madrid. Qui a de bonnes nouvelles, mais qui a encore, pour moi, son problème principal, c'est le manque de pression. Et ça, ce sera un truc que le Paris Saint-Germain saura exploiter, je pense. La pression, c'est toujours pas ça. Il y a quelques moments d'amélioration, il y a quelques petites courses, mais ce Real se retrouve encore beaucoup en bloc bas. Contre Dortmund, n'a pas surdominé la possession, parce que ça, c'est pas top. Parce que sur une passe comme ça, Danton, Vinicius, il n'y a pas vraiment de course, il n'y a pas vraiment de ligne bloquée, de ligne de passe verrouillée. Et ouais, souvent le Real Madrid s'est retrouvé comme ça, en bloc bas, en 7+3. Xabi Alonso est furieux. Et quand tu te retrouves aussi souvent en bloc bas, et qu'en plus ce bloc bas, on l'a vu en fin de match, il n'est pas parfaitement étanche, grosse erreur de Rudiger ici qui permet la réduction du score de Max Bayer et une fin de match sous tension, c'est problématique. Et j'ai vu, ça c'est une image qui ne m'a pas échappé sur la toute fin de la première mi-temps, j'ai vu une altercation assez forte entre Vini, Tchouaméni et Rudiger qui sont furieux de l'absence de course de contre-pression. Ballon perdu ici sur une attaque rapide par Vinicius, il est mal transmis à Fran Garcia, mauvaise entente. Ballon perdu, derrière, il interrompt sa course. Il n'y a pas de repositionnement, il n'y a pas de contre-pression. Et quand Fran Garcia fait la faute, Rudiger en particulier est totalement excédé. Tchouaméni aussi. Ça continue sur la suite de l'action. Après que le coup franc soit joué, ils sont encore en train de se parler de manière assez véhémente. Et à la mi-temps, parce que ça, cette action, elle a lieu 20 secondes avant la mi-temps, à la mi-temps, retour au vestiaire, Rudiger et Vinicius en première ligne, comme ça, en train de s'interpeller. Il y a un problème sur la pression de Vini, il y a un problème sur son attitude à la perte, et il ne date pas de cette saison. Ce Real Madrid va avoir du mal en général sur les moments de perte. Parce que là, ballon perdu, tout de suite la course de... Bon, il faisait très chaud à New York, ok, mais bon, c'est le cas de Vini, c'est le cas d'Alexander Arnold aussi, c'est sa zone pourtant qui est visée, et la course de repli, elle est vraiment faite au trot. Hein. C'est pas peut-être hyper visible sur les screenshots, mais en vrai, c'est tranquille. Et là, je veux dire, c'est sa zone. Il est encore sur une course au trot. 2 contre 1 générés par Dortmund. Et grosse occasion au bout. Là, Alexander Arnold est encore assez loin. Dans l'ensemble, Alexander Arnold, pour l'instant au Real Madrid, je n'étais pas hyper convaincu par l'acquisition. Je crois que physiquement, il n'est pas encore très frais. Mais il y a des progrès à faire parce que sur le niveau d'énergie qui est déployé, genre là, typiquement, c'est sur un retour de corner. Fran Garcia cherche une passe pour pouvoir recréer une situation positionnelle haute. Xabi Alonso est furieux qu'il n'y ait pas un remplacement plus rapide d'Alexander Arnold pour ouvrir là cette ligne de passe. En gros, ici, ça c'est ce que Xabi Alonso veut. Mais le fait qu'Alexander Arnold se replie vraiment de manière trop tranquille, Alonso est là, mais il faut que ça aille plus vite parce que là on est contraint du jeu négatif et tout le bloc de Dortmund peut remonter alors qu'on aurait pu réenclencher un cycle de possession. Pour l'instant, il y a encore, je trouve, pas mal de disparités entre ce que Xabi Alonso veut voir et ce qui est effectivement produit. Ouais, là, on voit, il n'est pas du tout content que le Real Madrid doive repartir depuis l'arrière. Et puis après, Vini, ouais, sur l'absence de pression, il n'y a pas vraiment de ligne de passe bloquée par cette course. On voit Jude qui met plus d'intensité. Mais une fois que c'est donné, Danton à Ryerson ici, c'est Jude qui poursuit sa course, qui poursuit son effort pour aller presser Ryerson. Et Vini ne fait pas la course de compensation pour suivre Anton là. Et donc, quand Ryerson trouve Anton, il est libre entre les lignes.
Vini a vachement triché sur sa course de pression et ça aurait pu être dangereux si le ballon d'Anton était meilleur. Mais ce genre de choses, heureusement qu'Alexander Arnold, il a cette qualité de sortie. Il y a des moments, bon, il a donné ses passes décisives qui sont très bien. Son pied gauche là, on sait, je ne vais pas dire aussi fort que le pied droit, mais il a véritablement cette capacité des deux pieds pour trouver des ballons sautés et pour permettre de sortir de la pression. Il peut avoir un rôle hyper important et hyper influent sur la sortie de balle, sur les ballons dans le dos trouvés pour un Kylian Mbappé par exemple, lancé dans la profondeur. Il y a clairement des choses à trouver, mais pour l'instant, je trouve que sur l'attitude sans ballon, ce Real Madrid n'a pas énormément progressé et c'est sans doute quelque chose qui concerne et qui inquiète notre ami Xabi Alonso. Donc voilà, ça grosso modo, c'est pour où en est le Real actuellement. Et si j'ai pas beaucoup parlé de ce Paris Saint-Germain qui a souffert contre le Bayern, c'était un match très intense, de très grande qualité, je trouvais, footballistique. Ils ont généré beaucoup plus de grosses occasions, mais ils ont perdu la possession, ce qui est très rare pour le PSG en 2024-2025. Malgré ça, et malgré les suspensions de Pacho, de Lucas Hernandez, et surtout Pacho qui est problématique, on aura donc Beraldo, Marquinhos, la charnière. Le reste sera reconduit. Il y a un manque de profondeur. On va faire la vidéo Mercato idéal du Paris Saint-Germain bientôt pour voir quel poste renforcer sur la profondeur d'effectifs. Je pense qu'avec le retour de Dembélé, on devrait avoir Doué, Dembélé, Farah alignés dès le coup d'envoi. Et pour le Real, j'imagine Mbappé et Gonzalo Garcia sur le banc avec le retour de Kylian. Mbappé, Vini, Bellingham, Goller, Tchouaméni, Valverde, Fran Garcia, Asensio, Rudiger, Trent, Courtois. La raison pour laquelle j'ai peu parlé du Paris Saint-Germain pour l'instant, c'est que malgré ce match qui était difficile contre le Bayern, ça reste pour moi la meilleure équipe d'Europe en ce moment et d'assez loin peut-être. Je crois que le Real n'a pas encore suffisamment progressé pour battre le PSG. Après, il y a tellement de qualités individuelles. Ça peut créer des folies à tout moment, encore plus peut-être en étant acculé, en étant bloc bas. On sait que sur les sorties de balles, quand ça va vite, ça va très très vite. Et bien sûr, l'envie, le désir de battre Paris sera énorme. Malgré ça, je pense que le PSG est plus favori encore que ce que les codes suggèrent et je pense qu'ils l'emportent. Ils sont à 2,30. Je vais dire pour mon prono, genre, si ce match fait 3-1 pour Paris, je suis pas surpris. Alors que s'il fait 3-1 pour le Real, je suis très surpris. C'est ça pour moi la différence de perception que j'ai du niveau de ces deux équipes en ce moment. Et en vrai, ouais, 3-1 pour Paris, c'est un peu ce que j'imaginerais dans ce match. Avec quand même Mbappé buteur à 2,25. Et pour le Paris Saint-Germain, je vais dire Kfara qui est en feu en ce moment, qui a été très très bon contre le Bayern. Kfara, Doué à 4 et Hakimi qui est sur un niveau stellaire à 5. Ce serait mon prono pour ce match, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Quel est le vôtre? Comment est-ce que vous voyez cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs se dérouler? Ce soir, on a Chelsea qui m'intéresse beaucoup contre Fluminense de Thiago Silva. Mais les premières retrouvailles, elles sont demain soir. Bon, après, Thiago Silva, il retrouve Chelsea aussi. Pourrait peut-être retrouver le Paris Saint-Germain, on n'en est pas encore là. PSG Real, mercredi soir, énorme match. Franchement, ça fait kiffer. Au moins, cette Coupe du Monde des clubs, elle aura servi à ça. Et apparemment, la blessure de Moussiala n'est pas si grave, pas aussi grave que prévu en tout cas. Il pourrait rejouer deuxième partie de saison, donc ça c'est cool aussi. Ça me rassurait, j'ai vu ça hier. Mais ouais, on analyse ça demain soir au coup de sifflet final pour sûr. Et en plus, j'ai vu que ça pourrait être la journée de décision pour l'OL. Elle a été avancée d'un jour apparemment. Apparemment, c'est demain, DNCG demain. Donc un très très gros mercredi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? On se retrouve très très vite les potes. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.